Allez, cette question à présent, les marchés sont-ils incohérents? Il faut se poser la question parce que si on fait le film un petit peu à l'envers, il y a quelques jours, rappelez-vous, on en a parlé longuement ici sur ce plateau, les marchés se faisaient dézinguer, on a eu cette turbulence très forte, secousse sur les marchés américains, sur même les marchés actions européens. Après cette bonne statistique d'un point de vue économique, ce qui déjà posait des questions, mais on avait donc des pressions sur les salaires sur le mois de décembre aux États-Unis. Les taux américains à 10 ans progressaient et ça faisait effectivement baisser les marchés actions. Hier, on a encore une fois un nouveau chiffre d'inflation qui est quand même assez fort. Et pour le coup, ce chiffre est quasiment, on va dire, ignoré par les marchés. Ça mérite quelques explications. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les réactions, encore une fois, de la semaine dernière des marchés qui voit tout en noir, et là pour le coup on fait comme si on n'avait pas eu une statistique qui est dans la veine de celle de la semaine dernière, les prix à la consommation plus forts qu'attendus, peut-être qu'il faut décrypter, aller soulever le capot pour comprendre, mais quand même c'est pas une surprise quand même, ce changement comme ça d'humeur en quelques jours, ou est-ce qu'il y a une logique qui m'échappe peut-être, c'est possible? Il y a une logique que tout le monde semble avoir quand même acceptée, c'est qu'à un moment, il faut que les marchés corrigent. La bulle est en train de prendre des proportions dantesques. Et elle a éclaté, non pas par les actions, elle a éclaté au travers d'un dérivé, de quelque chose d'un petit peu souterrain, que les gens connaissent assez peu. La volatilité. On en a parlé, on va pas revenir là-dessus. Voilà. On en parlé la semaine dernière. Et hier, paraît un chiffre qui, en données brutes, paraît fort. L'indice des prix à la consommation. Plus 0,5. Mais en fait, quand on regarde là, effectivement sous le capot, qu'est-ce qu'on découvre? Alors d'abord que quand on retire l'énergie, on arrive à 0,3. Si on retire les contrats d'assurance vie, le prix de la santé... C'est 0,3, mais on attendait 0,2. Donc c'est un peu plus. Oui, mais il faut le corriger de cette forte hausse des primes d'assurance automobile, du coût de la santé, qui sont des facteurs qui ne sont pas du tout liés à une tension sur la demande. Et puis ensuite, quand on regarde les salaires, on s'aperçoit que, défalqué de l'inflation, la hausse, elle est seulement de 0,8, ce qui est vraiment pas méchant. En tout cas, ça enterre la crainte de dérapage des prix par la hausse des salaires, puisque quand on regarde ensuite l'inflation déflatée des salaires, on arrive même, et là c'est assez surprenant, à un chiffre de moins 0,2. Donc l'inflation par les salaires, ça y est, ça on peut mettre de côté. Après, il y a d'autres questions. À vous écouter, donc on oublie le chiffre de décembre, comme quoi les hauts salaires étaient en hausse de 2,9% aux États-Unis. Ça y est, on l'enterre, ce chiffre-là, on enterre le chiffre de la semaine dernière. On l'enterre pas, mais on le relativise fortement. Alors on verra bien si effectivement, on verra ça autour du 25-26 février, on aura d'autres indicateurs sur l'inflation sous-jacente. Alors on verra si effectivement la tendance de décembre se confirme. Si tel n'est pas le cas, c'est que le souci est ailleurs. Bon, en tout cas, ce qui se confirme assurément, c'est qu'il n'y a pas d'emballement de l'inflation, on ne va pas jouer à se faire peur, mais il y a comme une hausse modérée des prix, on est en rythme annuel, quand on arrête d'enlever tout ce qui nous fait plaisir, on est sur 2,1% de hausse des prix à la consommation. C'est une réalité. Ça, c'est bien vu, ça. Quand on enlève tout ce qui nous fait plaisir, effectivement, et si on le remet, qu'est-ce qui se passe? Si on réintègre des taxes, si on réintègre le coût des services publics, etc., on s'aperçoit qu'aux États-Unis, en fait, l'inflation, elle est plus proche de 3 que de 2, je parle de l'inflation réelle, celle que subissent vraiment les gens, celle qui impacte le pouvoir d'achat. Et c'est peut-être ce aussi qui est apparu hier et qui a un peu rassuré, c'est que les ventes de détail ont reculé de 0,3%. Ça veut dire que cette inflation non mesurée, mais qui existe bel et bien, elle commence à abîmer le pouvoir d'achat. Et c'est peut-être ce qu'on a vu hier. Donc, si on n'a pas... Donc les marchés, ils ont eu raison hier de se calmer, de se dire finalement, les marchés actions peuvent repartir, il n'y a pas péril dans la demeure. Oui, mais attention, c'est pour de mauvaises raisons. Parce que si effectivement cette inflation non mesurée abîme le pouvoir d'achat, si la hausse des taux abîme le pouvoir d'achat, à ce moment-là, c'est la croissance qui sera mise en danger, puisque 70%, enfin c'est le chiffre habituel, c'est 70% de la croissance américaine repose sur la demande intérieure. Si cette demande intérieure se retrouve contrainte, ça va peut-être pas être aussi nirvanesque que ce que l'on envisageait en début d'année. Est-ce qu'il n'y a pas un autre paradoxe, encore une fois, donc lecture des marchés en se disant finalement ce chiffre-là il n'est pas si grave du point de vue de l'inflation, et en même temps on a les taux à 10 ans américains, aujourd'hui on est à 2,95. Est-ce qu'on ne s'approche pas encore une fois de l'heure de vérité pour le 10 ans américain qui est vraiment le baromètre qui permet en théorie de faire bouger les actions dans un sens ou dans l'autre derrière? On aurait pu imaginer qu'il aurait cru, on aurait dit un taux à 10 ans à 2,95, on aurait dit oh là là,
les marchés actions vont s'effondrer. Hier, ça monte à qu'on a New dit. York et ça monte aujourd'hui à Paris. On est à plus 1,5% à l'heure où on se parle. Eh oui. On s'est tous plantés? Ou est-ce que c'est les marchés qui, encore une fois, changent d'avis comme de chemise? Ils changent d'avis, ils réagissent à l'odeur de l'argent. De nombreux experts estimaient qu'entre 2,60 et 2,65, le 10 ans américain commencerait à poser de graves problèmes. On avait eu cette discussion il y a quelques semaines. Exactement. Ensemble, hein. Donc 2,63, c'était même le mur de Grantham. C'était un économiste qui estimait qu'à partir de 2,63, les choses commenceraient à mal tourner. Et puis on arrive effectivement à 2,63, 2,65. Et ça va, hein? Oh, Alors, ça va, hein? mais on se dit, oh là là, que se passe-t-il? Et puis qu'est-ce qui se passe en réalité? Les marchés actions montent, C'est Philippe. qu'il y a toujours beaucoup d'argent. La Chine a injecté massivement de l'argent tout au long de l'année 2017 et encore plus massivement au début de l'année 2018. Le mois de janvier, les marchés croulent sous les liquidités. Et en plus de ça, il y a des tas de signaux d'alarme qui clignotent dans le bureau de ceux qui regardent les marchés obligataires, qui disent, oh là là, regardez le 2 ans, 1,30 au mois d'août, 1,80 en décembre, 2,05 début 2018 et maintenant 2,17. Ça devrait péter. Donc, mais tous les non. castants se sont trompés. Mais non, c'est que tout le monde prédisait l'apocalypse quand on aurait des taux à 10 ans à 3%. Mais ça va, on les a ça va peut-être début février. Ça va peut-être se produire. Pourquoi? Parce que là, jusqu'à présent, quel est le phénomène? Je vous parle de l'odeur de l'argent. Eh bien, quand les experts voient le 2 ans à 2,10, 2,15, c'est on sort. Et puis, le soir même, c'est mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce pognon? Voilà. Et du coup, on se dit, mais regardez les résultats, les trimestriels, ils sont 80% au-dessus des attentes. Ils sont quand même bons les résultats arrêtés. Mais ils sont très bons. Sauf que ça fait des années qu'on anticipe qu'un jour, ils vont devenir bons, presque aussi bons que ceux qu'on a observés. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que c'est l'heure de vérité ou pas pour les taux à 10 ans américains de 95? On va vers les 3% ou est-ce que finalement on voit que ça tient et que les marchés actions montent et que ça pose absolument aucun problème et que tous les Cassandres en sont pour leur argent et leurs frais? Alors les Cassandres, c'est toujours le problème du timing. Donc on pourrait vous mettre dedans d'ailleurs. Non, moi j'analyse les risques sous-jacents. Après ça, le timing, je n'ai pas plus qu'un autre. Mais il y a un moment où on sait que dans une fourchette, par exemple, 2,65, 3, les choses ont commencé à être douloureuses. Pourquoi? Parce que l'endettement est tellement gigantesque. Les mécanismes dans la tête des investisseurs. Ça, ils disent quoi? J'ai des marchés actions qui sont bien valorisés, qui rapportent, je ne sais pas quel est le rendement sur les marchés américains en termes... Très faible, on est au plus bas depuis 1929. C'est quoi, c'est 2% les dividendes? Non, en dessous. En dessous? Ah oui. Et avec des obligations pour le coup d'État qui rapportent du 3 ou du 3,5. Peut-être qu'on a envie de sortir du marché action pour aller sur le marché obligataire. C'est ça le raisonnement que font. Il y a un moment où ce raisonnement pourrait effectivement se tenir. Et ce raisonnement ne le tient pas encore parce que pour l'instant, on a surtout sorti de l'argent du marché obligataire. Et là, où le mettre? Et reviennent immédiatement ces raisonnements qui ont l'air d'être frappés au sceau du bon sens. Ah, les bénéfices, tout ça, la croissance, tout est merveilleux. C'est l'alignement des planètes. Et aujourd'hui, on ne se pose pas plus de questions. Mais les taux à 3,20 maintenant, on va arrondir à 3,20 pour l'hypothécaire aux États-Unis, alors qu'il y a 9 700 milliards d'encours d'emprunts hypothécaires aux États-Unis. À 3,17, c'est pas la même chose que 2,60. C'est énorme, ça fait 50 points de base en plus. Pour les consommateurs, pour les acheteurs d'un bien immobilier. Alors heureusement que pour l'instant, ce sont des ultra riches qui achètent pour diversifier leur portefeuille. Enfin, pour le citoyen lambda, 50 points de base en plus, c'est beaucoup. Pour l'emprunteur très court terme, le 2 ans qui passe de 1,30 à 2,16, ça fait 80 points de base en plus. À un moment, ça va faire mal, ça va faire couiner. Et pour ceux qui ont des positions à terme sur les marchés, et on était à 450% fin janvier d'encours de positions à terme sur les actions. Ça pourrait se déboucler dans l'autre sens, c'est ça? Mais voilà, mais on va être obligé de procéder à du deleveraging. Ouais, Philippe, on finit là-dessus. Encore une fois, Jérôme Powell, moi je pense que ce n'est pas le fruit du hasard si le décrochage d'il y a 10 jours s'est tombé le lundi, le jour de l'entrée en fonction. Enfin, le jour où il prenait... C'était le samedi, mais bon. Non, c'était le samedi. Bon, lundi, les marchés ouverts le lundi. Il est attendu au tournant, ce Jérôme Powell, le nouvel homme fort, encore une fois, de la Fed. Il a parlé il y a 2 jours, il a dit « Nous resterons vigilants vis-à-vis de tout risque susceptible de porter atteinte à la stabilité financière ». Moi, je l'ai interprété, mais ça ne regarde que moi, comme quoi, finalement, si les marchés étaient trop volatiles, peut-être que la Fed n'irait pas aussi loin que les 3, voire 4. Je ne sais pas si les marchés ne sont pas en train d'anticiper 4 hausses de taux sur 2018. Est-ce que j'ai mal compris? Ça a été l'anticipation du 29 janvier, quand on a découvert ce chiffre de hausse des salaires plus fort que prévu. Et on s'est dit, pourquoi pas 4? Mais les marchés price 3 ou 4 aujourd'hui en 2018, hausse de taux?
Là, il commence à pricer 4, mais dans le discours de M. Powell, qui est vraiment une décalcomanie des communiqués de Janet Yellen, il n'y a aucune inflexion, il n'y a aucun durcissement du ton. C'est simplement le marché qui fait son propre calcul. Mais moi, j'ai une autre interprétation, je l'ai déjà défendue, c'est que c'est pas seulement peut-être les marchés américains qui pricent eux-mêmes une hausse de taux, une 4e hausse de taux, c'est simplement que les Chinois n'achètent plus de bons du Trésor. Et là, c'est l'offre et la demande. D'où vous sortez ça? Il y a des chiffres. On a envie de vous croire, mais ça sort d'où ça? Oui, il y a des chiffres, puisqu'on sait en 2016-2017 de combien les encours de la Banque centrale de Chine se sont réduits. C'est quelque chose, c'est de l'ordre de 6 à 700 milliards. Et en janvier, comme la Banque centrale chinoise a injecté l'équivalent de 450 milliards de dollars dans sa propre économie, il faut bien qu'elle sorte cet argent de quelque part. Et elle ne peut pas les inventer. Elle est obligée. C'est le privilège d'une banque centrale. Elle peut, mais elle est obligée aussi de réaliser une partie de ses actifs. Et majoritairement, ce sont des T-bonds américains. Sur fond, en plus de ça, eh bien, de risques de guerre commerciale avec les États-Unis, de barrières douanières réciproques, etc. Et là, je pense que c'est un message fort envoyé aux Américains. Allez, j'ai remis une petite pièce dans le jukebox. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Philippe Béchat, donc, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.